Bonjour et bienvenue dans ce nouvel Hypothesis, la série où les théoristes sont vos amis. Haha. Et aujourd'hui nous allons parler du Senjutsu. Le Senjutsu, aussi appelé technique d'ermite, est un dérivé du ninjutsu. Alors pour pouvoir parler du Senjutsu, il va falloir d'abord parler du ninjutsu. Et donc, la source d'énergie du ninjutsu, il s'agit du chakra, qui est un mélange d'énergie physique et d'énergie spirituelle. Et on appelle l'utilisateur le ninja ou le shinobi, comme vous voulez, ça a exactement le même sens comme mot. Alors, j'ai dit que c'était un dérivé du chakra, l'énergie qu'utilisent les ermites. Comment ça? Eh bien c'est très simple. Le chakra qu'utilisent les ermites est en fait un mélange d'énergie physique, d'énergie spirituelle et d'énergie naturelle. D'où un peu la communion avec la nature qu'on dit souvent des ermites. Cette énergie naturelle se trouve partout, autour de nous, dans le monde, mais les humains ne sont pas capables de la ressentir. Les animaux par contre le peuvent. Et c'est d'ailleurs ces animaux qui vont enseigner aux ermites comment rassembler cette énergie naturelle. Alors, quels sont les avantages de cette énergie naturelle? Cette énergie naturelle permet de créer le Senjutsu qui dope l'intégralité des techniques ninja. Taijutsu, Ninjutsu, Genjutsu. Taijutsu, alors, le corps du ermite va avoir ses sens qui vont être intégralement augmentés. L'intégralité de ses sens, il va même être capable de ressentir la présence de ses ennemis. Donc, il pourra les ressentir, il pourra savoir quand ils vont attaquer, ils vont pouvoir savoir à quel moment il faut esquiver, ils vont pouvoir savoir si ils vont tenter une attaque à distance, etc. Ils vont également avoir un corps renforcé, un corps plus résistant aux dommages, plus résistant aux attaques. Et aussi une portée plus élevée dans leurs attaques de corps à corps. Ça peut être un peu bizarre, mais dites-vous que si vous attaquez et que vous êtes en ermite, vos attaques toucheront votre adversaire même s'il évite l'attaque. C'est quand même génial, non? Et en plus, il va également renforcer la puissance de vos coups, ce qui veut dire que même si votre adversaire esquive, mais qu'il est quand même dans la portée de votre attaque, eh bien il aura très très mal. Ninjutsu. Le ninjutsu est renforcé, les techniques sont plus puissantes. On peut également, avec le chakra senjutsu, de créer des attaques plus grosses, le Rasengan géant, le méga Rasengan géant. Plus simple de lancer des attaques, par exemple le Rasengan, Naruto arrive à le faire avec une seule main, alors que d'habitude il a besoin d'une seule main et de la main d'un autre clone, Et il peut lancer par exemple son Rasen Shuriken, alors qu'il en est incapable en mode normal. Et les genjutsu sont bien sûr renforcés au point de pouvoir peut-être même tuer psychologiquement l'adversaire, mais ça on ne le sait pas, car ce n'est encore jamais arrivé. C'est bien beau tout ça, mais il y a également des modifications physiques, pas seulement des modifications en termes de puissance. Par exemple ici, un utilisateur d'énergie naturelle qui a été enseigné par les crapauds a des marques orange, rouges, un peu rouge, très légèrement, apparaître autour de ses yeux, et ses yeux devenir jaunes, ressemblant beaucoup à ceux d'un crapaud. Mais chez les serpents, une marque violette va apparaître, et les yeux vont être comme présentés. Alors, vous l'aurez remarqué, très certainement, c'est pas les yeux d'un ermite, c'est les yeux d'Orochimaru, la marque d'Orochimaru. Mais je ne me sers pas d'Orochimaru comme exemple, parce qu'Orochimaru n'est pas un ermite, il sait utiliser l'énergie naturelle, mais ce n'est pas un ermite. Je vais plutôt me servir de Kabuto, qui a assimilé les restes d'Orochimaru pour devenir plus puissant. On voit des marques qui apparaissent dans le dos, ça paraît assez bizarre, j'ai dit que les marques apparaissaient autour des yeux. Mais en fait, Orochimaru possède des marques autour des yeux, Kabuto les a obtenues après avoir absorbé les restes d'Orochimaru, et quand il utilise le mode ermite, en fait, Kabuto a les marques d'Orochimaru qui s'épaississent vraiment et beaucoup, vraiment énormément. On le voit bien, les marques étaient toutes petites normalement, et là elles sont vraiment énormes, elles couvrent l'intégralité de l'œil.
et on le voit pas très bien parce qu'on a l'impression que ce sont des ombres, mais en fait il y a des marques qui représentent également les marques autour des yeux qui se sont allongées au niveau du dos. Donc voilà, il existe donc bien un ermite des serpents, et Orochimaru, même s'il n'a pas de transformation telle que Kabuto, maîtrise le Senjutsu, mais l'utilise pas, parce qu'il n'est pas capable de le maîtriser suffisamment pour pouvoir l'utiliser. Alors, comment apprend-on le Senjutsu? Parce que, comme je l'ai dit, les humains ne sont pas capables de ressentir l'énergie naturelle. Déjà, la première tâche va être de ressentir l'énergie naturelle. Pour cela, on va utiliser, chez les crapauds, une huile spéciale qui attire l'énergie naturelle sur celui qui se l'applique. Le maître va donc appliquer sur son élève cette huile, qui va ressentir et va alors ressentir l'énergie naturelle affluer vers lui. Le problème est que comme il ne la ressent pas encore complètement, il ne sait pas la maîtriser, et donc il a besoin de son maître pour expulser l'excès d'énergie naturelle. Une fois que l'élève est capable de maîtriser l'énergie naturelle que l'huile attire, il va passer à la deuxième étape qui consiste à pouvoir amasser lui-même l'énergie naturelle. Pour cela, il ne doit pas bouger d'un poil, et c'est compliqué pour un être vivant parce qu'il a l'habitude d'être en mouvement, et il doit ne pas bouger, limite faire comme s'il était mort. C'est extrêmement difficile. C'est pour cela qu'en général, on le place en équilibre au-dessus du vide sur un pic, afin que il puisse trouver l'équilibre parfait, ne pas bouger d'un cheveu, et ainsi pouvoir amasser l'énergie naturelle de manière parfaite. Une fois cette étape franchie et le Senjutsu appris, il y a l'entraînement, parce qu'on a appris à le ressentir, on a appris à l'amasser, maintenant il faut l'apprendre à l'utiliser, pour pouvoir l'utiliser ensuite en combat. Ça, c'est pas très compliqué à comprendre. C'est très beau. Tout ça, ça bouge, c'est très puissant, c'est cool. Le problème, c'est qu'il y a des inconvénients. Déjà, comme je l'ai dit, il faut pas bouger. Donc ça veut dire que si on commence le combat et qu'on veut entrer en mode ermite, il faut s'arrêter de bouger et amasser de l'énergie naturelle, ce qui est compliqué face à un adversaire. Vous êtes facilement une cible, et en plus une cible facile, et vous allez vous faire poutrer si jamais vous faites ça. Deuxième problème, c'est que même si vous entrez en combat en mode ermite, le mode ermite est limité dans le temps, il dure environ 5 minutes. Donc, à part si vous mettez votre ennemi KO en 5 minutes, c'est vous qui allez finir KO parce que votre mode ermite va s'arrêter, vous allez être obligé de récupérer l'énergie naturelle, vous allez être obligé d'arrêter de bouger, ça veut dire que vous allez vous faire poutrer aussi. C'est pas réjouissant, mais comment utiliser alors le mode ermite en combat avec tous ces problèmes? Eh bien, la première méthode est d'utiliser une technique qui s'appelle la technique de fusion. Un animal de petite taille, parce que de trop grande taille, il ne pourra pas se mettre sur l'utilisateur, va amasser l'énergie naturelle et ensuite le redonner à l'utilisateur, qui va donc pouvoir rester en mouvement et utiliser les techniques de sage, techniques d'ermite, tout en restant en mouvement sans être hors du mode ermite. Bref, l'idéal. Le problème, c'est que les Jinchuriki ont des bijou en eux, et les bijou peuvent refuser l'accès au corps de leur Jinchuriki au crapaud, par exemple. Naruto a été confronté au problème et a trouvé une parade. Il utilise un clone, enfin 2 clones pour être plus précis, il leur fait amasser l'énergie naturelle, et ensuite il annule la technique pour récupérer l'énergie naturelle d'un des clones et entrer automatiquement en mode ermite. Le problème est que les 2 clones doivent rester concentrés sur l'amassage de l'énergie naturelle, ce qui veut dire que Naruto ne doit pas les perturber, et pour ne pas les perturber, il doit limiter l'usage de ses clones en plein combat. Il peut utiliser 2 clones maximum en mode ermite pour pas perturber les autres, qui sont en train de ramasser l'énergie naturelle. Ça limite le panel de techniques, mais Naruto a de la chance, le Senjutsu renforce sa maîtrise, ça veut dire qu'il a plus besoin d'un clone pour créer un Rasengan, et en plus il a besoin que de 2 clones pour créer un Rasen Shuriken, donc c'est bon. Ça rentre dans les cordes. Et en plus, de toute façon, Naruto est tellement fort en mode Senin
en mode ermite qu'il vaut bien 1000 Naruto. Donc c'est pas très grave. C'est juste qu'après ces 2 clones utilisés, il n'a plus de retour en mode ermite et est donc vulnérable. La deuxième technique, c'est d'avoir les gènes du clan de Jugo. Alors Jugo, c'est une personne qui possède une enzyme spéciale qui lui permet de transformer l'énergie naturelle en énergie qu'il peut utiliser de manière passive. Donc ça veut dire qu'il n'a pas besoin de mélanger de chakras, pas besoin de se mettre immobile et d'amasser de l'énergie. Il peut l'amasser en mouvement de manière passive, même sans le vouloir. Le problème, c'est qu'il peut devenir alors extrêmement violent à cause de l'excès d'énergie naturelle. Et ça a des transformations physiques aussi sur sa personne. En effet, l'utilisation de l'énergie naturelle va provoquer des mutations qui en combat lui sont très utiles puisqu'il peut lui servir d'arme par exemple. À pleine puissance, il peut se laisser complètement recouvrir de cette sorte de marque sombre pour libérer sa pleine puissance, avoir le maximum d'énergie naturelle utilisée. Mais le problème, c'est qu'il laisse ses pulsions meurtrières prendre le dessus, ses pulsions violentes, et alors il peut très bien se retourner contre ses alliés. Excusez-moi. Et donc, comme il peut amasser de l'énergie naturelle passivement, un ermite qui possède ces gènes donc ne va pas avoir ce genre de problème. Il va entrer en mode ermite comme tout ce qu'il y a de plus normal, mais il ne va plus sortir du mode ermite parce que justement il va absorber tout le temps passivement de l'énergie naturelle. Ce qui est extrêmement utile en plein combat, un petit peu comme la fusion, sauf que la fusion il suffit de tuer ou de séparer l'animal de l'utilisateur pour que celui-ci ne puisse plus bénéficier de la fusion, alors que là, même tout seul, le mec il peut s'en sortir. C'est assez dévastateur quand même comme avantage. Alors vous allez me dire, tiens, mais ça me fait penser un petit peu à quelque chose, cette transformation, cette mutation. Bien tout à fait. Il faut savoir que Jugo est à l'origine du Somodi d'Orochimaru. En effet, Orochimaru a étudié Jugo, a prélevé l'enzyme présente dans son corps. Jugo continue de fabriquer de ses enzymes, donc il va pas pleurer parce que Orochimaru lui a pris une enzyme. Et Orochimaru a fait en sorte de développer cette enzyme et de la transférer dans le corps de personnes qu'il a choisi quand il applique le Somodi avec son propre chakra ermite. Le but de la mana est de permettre à l'utilisateur du Somodi de libérer le chakra ermite en lui et de pouvoir rester le plus longtemps possible en mode transformation du Somodi, en mode Somodi. Parce que il n'arrête le Somodi que s'il est à court de chakra. Mais c'est plus difficile que ça, mais je vais pas entrer dans les détails. Disons juste que comme il a 2 types de chakra en lui, c'est pas son chakra à lui qu'il utilise, c'est plutôt son chakra standby. C'est pas le chakra d'Orochi. Ah, zut, je me perds. C'est pas son chakra à lui qu'il utilise, il utilise le Somodi, c'est le chakra d'Orochimaru, et que donc par conséquent, ça ne suit pas la même logique. Mais ça, je parlerai de ça dans un autre hypothèse. Vas-y, pas la peine de parler de ça ici, ça ne nous intéresse pas. Les utilisateurs du Somodi et le clan de Jugo ne sont pas des ermites, puisqu'ils ils ne possèdent pas les caractéristiques des ermites, c'est juste une analogie par rapport à l'énergie naturelle. Alors, j'ai dit qu'il y avait des problèmes d'utilisation par rapport au temps, mais il y a un autre problème à l'utilisation qui s'appelle la maîtrise, et ça c'est un problème extrêmement compliqué. Vous voyez cette statue de pierre? Elle ressemble à un crapaud. Et ben je peux vous dire qu'à l'origine c'était un être humain. Il s'agissait du corps utilisé par Pain pour Gakido, le mec qui absorbe le chakra et toutes les techniques ninjutsu. Et il a été transformé en crapaud. Alors comment ça se fait? Eh bien c'est très simple, Naruto lui a donné a ramassé de l'énergie naturelle. Gakido l'a absorbé et Gakido ne sait pas maîtriser l'énergie naturelle.
Ce qui fait que il a eu au bout d'un moment un surplus d'énergie naturelle dans son corps. Ce surplus a commencé à le transformer en crapaud. Et le problème, c'est que quand il s'est fait complètement submerger, il a fait qu'un avec la nature. Et en ne faisant qu'un avec la nature, ça veut dire qu'il s'est transformé en pierre. Et il est donc mort sur le coup. Bon, je sais, Gakido est à la base un cadavre. Mais ce que je veux dire, c'est que si ça arrivait à quelqu'un dans le monde de Naruto qui se laissait submerger par l'énergie naturelle, il est censé se transformer en pierre. C'est assez problématique dans l'apprentissage de la maîtrise du senjutsu, parce que ça veut dire également que l'utilisateur, lorsqu'il va apprendre la technique, il risque également de se changer en pierre s'il se laisse submerger. Ça s'explique comme ça. Ça, c'est un équilibre parfait. L'énergie naturelle est en parfait équilibre avec le reste. Ça, c'est l'ermite parfait. C'est l'ermite idéal. Ici, l'énergie naturelle est en trop petite quantité. Ça veut donc dire qu'il n'a pas assez pour utiliser des techniques d'ermite. Donc, ça sert à rien. Et là, il y en a trop de l'énergie naturelle. Donc, ça veut dire qu'il va commencer à se transformer en animal associé à lui. Dont il a fait un pacte de sang pour pouvoir les invoquer, les crapauds par exemple. Et donc si ça arrive à 100%, il se transformera en pierre, ce qui est pas du tout l'objectif. Néanmoins, se transformer un petit peu n'est pas très grave. Par exemple, Jiraiya ne maîtrise pas pleinement l'énergie naturelle et donc se transforme légèrement en crapaud lorsqu'il utilise le senjutsu. Donc là, c'est la première forme qu'il prend, une forme de base, une forme tranquille. Il a l'air plus vieux, il a des pustules qui lui poussent sur le nez, d'ailleurs le nez grossit aussi. Il a les marques rouges autour de ses yeux apparaissent, même si c'est pas très bien visible. Et ses yeux changent un petit peu. Ici, on voit bien une modification au niveau des marques dont plus de la moitié de son visage devient rouge. Ses dents deviennent des dents pointues comme celles d'un animal. Et en fait, je ne sais pas montrer ses pieds, mais en fait, ses pieds ressemblent à ceux d'un crapaud. Il n'a plus de pieds humains, il a des pieds d'un crapaud. En comparaison, par contre, Naruto, lui, est un ermite parfait. Il a juste les marques et les yeux qui changent. Alors la théorie, c'est que plus on a de chakra, plus ça veut dire que on a une marge, qu'on peut se permettre d'avoir une plus grosse marge en fait d'erreur. Et si on a une assez grande quantité de chakra, eh bien la marge d'erreur devient tellement grande qu'on peut se permettre une marge d'erreur, mais on reste quand même parfait parce que la marge d'erreur est trop faible pour induire des transformations. Je pense que c'est une théorie plausible. Chez les serpents, il y a des modifications physiques un peu plus élevées. Donc, les marques d'Orochimaru se sont épaissies, elles se sont allongées jusqu'à dans le dos, des cornes sont apparues, les canines se sont allongées pour donner des crocs, en référence au crochet des serpents, et la sclère, c'est-à-dire la partie blanche de l'œil, est devenue noire. Bon. Alors, la sclère noire, c'est juste dommage en fait, parce que dans le manga, c'est très bien fait, les marques violettes sont donc en noir, pour bien différencier avec la peau qui est blanche, et donc les yeux, ils sont aussi noirs. Ce qui fait qu'on a l'impression de ne plus voir que l'iris, et que tout le reste, c'est juste la marque qui est censée apparaître en mode ermite. C'est une référence en fait au serpent, dont on ne voit que l'iris. On peut voir, c'est un peu comme les chats, on peut voir la sclère, la partie blanche, mais comme l'iris prend une place tellement grande, on ne la voit plus. On ne voit plus que l'iris et plus la sclère. Et ça, c'est une petite référence à ça. Et il en reste un ermite, un type d'ermite, qui pour ma part m'a plutôt choqué, je m'y attendais pas du tout. C'est Hashirama Senju, le premier Hokage, qui est également un ermite. Mais un ermite parfait, premièrement, et deuxièmement, c'est un ermite qui n'a aucun trait animal. Il n'est associé à aucun animal. On dirait plus qu'il est associé à Bouddha comme animal, vu à cause de la marque qu'il a sur le front. Alors, on peut se dire déjà que Hashirama était super fort, le premier Hokage était super fort. D'ailleurs, on l'a appelé dieu des ninjas, dieu des shinobi, justement parce qu'il était super fort. Mais en mode ermite, c'est encore pire. Regardez, ça c'est une créature, la créature à droite est une créature de bois qui a été créée
par le premier Hokage. Alors vous allez me dire, c'est quoi ce truc à gauche, tout petit, tout minuscule? Bah ça, oui ça, bah ça c'est Kyuubi. Voilà, tout simplement, le renard à 9 queues. Le renard à 9 queues, hein, le truc énorme, le truc qui fait la taille du village, aussi haut que les montagnes. Non, il se fait écraser comme une mouche par le pied de ce géant de bois. C'est assez perturbant de voir à quel point la taille est différente. Ça laisse supposer également la puissance du premier Hokage. Voilà. Et bien sûr, j'ai une petite théorie sur pourquoi il peut maîtriser l'énergie naturelle, mais ce n'est pas la question ici. J'en parlerai peut-être dans un prochain hypothèse. Ça me fout le couac, hein. Il me reste néanmoins une chose à dire. Mais ça ne concerne pas Hashirama, ça concerne Naruto. Lors du combat contre Pain, après que Naruto ait vaincu Pain et se soit mis en tête de rencontrer Nagato, l'origine de Pain, eh bien il était tellement en colère que il a pu entrer sous l'influence de Kyuubi. Bon, le premier stade, hein, rien de très exceptionnel, il a juste les yeux qui ont changé, les traits qui se sont épaissis, des crocs qui sont apparus, les griffes, etc. Mais quand même, ça s'est synchronisé avec le Senjutsu. Ce qui est contradictoire vu qu'on sait que le Senjutsu est basé sur un équilibre. Or, le chakra de Kyuubi va déséquilibrer le chakra Sennin. Donc, c'est assez perturbant. En plus, ça marche également si Naruto utilise pleinement Kyuubi, c'est-à-dire s'il entre en mode Kyuubi. C'est réellement perturbant. Alors, la théorie serait que le chakra de Biju, en fait, reste compatible avec le chakra Sennin et ne perturbe pas la balance. Ou attire naturellement, ou donne, je sais pas encore, l'énergie naturelle nécessaire pour équilibrer avec le Jinchuriki, avec le sage, avec l'ermite. C'est la même chose, tout ce que je viens de dire. Donc imaginons un Kyuubi géant ermite. Et oui, parce que quand Kyuubi apparaît et que Naruto est en mode ermite, il y a des marques autour des yeux de Kyuubi qui apparaissent également pour dire qu'il est en mode ermite. Donc je peux vous donner, imaginer d'une bombe Biju renforcée avec du Senjutsu. Le truc de malade. Ensuite, la chose à dire, pour terminer, c'est qu'il y a une ressemblance entre Naruto et le Rikudo Sennin. Pourquoi? Les deux, ce sont des ermites, et ils sont tous les deux le Jinchuriki d'une grosse bestiole. Alors bien sûr, personne n'a dit que le Rikudo Sennin savait maîtriser le Senjutsu, mais je pense qu'il est possible qu'il l'ait maîtrisé, mais ça je le raconterai également dans un prochain hypothèse. Conclusion. Senjutsu, c'est puissant, mais limité dans le temps, ce qui va limiter son usage et qui va donc le rendre complètement inutile. Néanmoins, il existe des moyens pour enlever cette limite de temps, ce qui va augmenter le niveau de cheat du Senjutsu. Un manque de contrôle conduit tout droit à la mort par transformation en statue, par pétrification. Et enfin, le chakra d'Abiju est compatible avec le Senjutsu, ce qui rend extrêmement cheaté. Et bien sûr, je vais rajouter un dernier truc, le Jubi, qui est la créature la plus puissante qui existe, est faible au Senjutsu, ce qui rend le Senjutsu extrêmement utile, alors qu'on aurait pu imaginer que finalement, après l'apparition du contrôle du chakra de Kyuubi, le Senjutsu ne servirait plus à rien. On a prouvé par Jubi que le Senjutsu est encore extrêmement utile et salvateur. Bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce vert et ou un commentaire en dessous de cette vidéo. J'espère vous retrouver très prochainement dans le prochain hypothèse. Allez, ciao!